D'abord, dire que notre réunion aujourd'hui dans cette Assemblée est un signal pour tout le pays. Non, la bataille des retraites n'est pas terminée. D'abord parce que la navette parlementaire va se poursuivre, et puis parce qu'effectivement tout ça va nous amener au moins jusqu'à l'été. Il fallait que ce soit dit, puisque peut-être dans le pays, certains pensaient qu'après l'usage de cette arme contre le débat, le 49.3, l'affaire était pliée. Preuve s'il en fallait une, ce n'est pas le cas. Nous reprenons la discussion à cette heure. D'abord dire une chose. On est ici sur finalement l'essentiel. La discussion sur le projet de loi ordinaire a été interrompue au moment tout à fait stratégique de la valeur du point, mais avec l'article 1er de cette loi organique, nous avons effectivement l'instauration de votre règle d'or. Autant le dire d'entrée de jeu, s'il s'agit de poursuivre un objectif d'équilibre financier, je crois pouvoir dire qu'il est largement partagé sur ces bancs. La question qui se pose en revanche, c'est les moyens de l'obtenir. Et là, votre règle d'or, effectivement, est éclairante, puisqu'on le sait, votre projet de loi va avoir pour conséquence de baisser la part de la richesse nationale consacrée aux retraites dans un contexte où, on l'a dit, la part des seniors dans la population de ce pays, elle va continuer à augmenter. Mais, comme vous voulez l'équilibre financier, vous ne pouvez le faire qu'avec une seule variable d'ajustement, qui est bien le niveau de pension des salariés de ce pays, des retraités de ce pays, et l'âge d'équilibre. À l'inverse, nous voudrions fixer une règle d'or qui est différente de la vôtre, c'est de garantir un âge de départ et un niveau de pension, et d'adapter la comptabilité et la part de la richesse qui est consacrée pour atteindre cet objectif, qui n'est pas un objectif comptable ou austéritaire comme le vôtre. Et pour ça, nous l'avons dit, il y a un débat essentiel que nous devons avoir, qui est bien celui de la meilleure répartition des richesses, pour faire ce que nous avons proposé, c'est-à-dire l'équilibre financier que vous souhaitez, mais permettre la retraite à 60 ans et un bon niveau de pension. Nous n'avons pas besoin de grand-chose, chers collègues. Nos discussions pourraient cesser si on consacrait simplement 2 points de richesse nationale de plus aux retraites d'ici à 2040. Entendez raison, effectivement, car la bataille se poursuit. D'abord, je voudrais rassurer la rapporteure, Madame Motin, parce que je la sens particulièrement anxieuse, notamment du sort réservé, alors elle a dit à ses enfants, mais on va se mettre dans le même bateau, puisqu'il vous aura pas échappé que sur tous les bancs, on en a, donc nos enfants. Et c'est vrai que nos enfants, vous les avez souvent invoqués dans ce débat sur les retraites, autour de l'angoisse du déficit. D'abord, vous tranquillisez. Il n'y a pas de problème financier sur les retraites pour le moment. Et il y a un déficit potentiel qui est anticipé par le Conseil d'orientation des retraites de 8 à 17 milliards d'ici à 2025. Madame Motin, du coup, je veux pouvoir dégonfler un peu la baudruche pour pouvoir vous rassurer. Vous allez mieux respirer après, vous allez le voir. Il y a 42 milliards d'encours bancaires pour les retraites chapeaux. Il y a eu l'an dernier 60 milliards de dividendes versés aux actionnaires du CAC 40. D'ici à partir de 2024, la caisse d'amortissement de la dette sociale va dégager chaque année 24 milliards d'euros. Donc soyez tranquilles. Et surtout, le déficit, s'il en est un, vous contribuez à sa construction par la multitude d'exonérations sociales auxquelles vous avez procédé, qui sont en plus inefficaces sur le plan économique. Ensuite, dire que vous nous lisez très mal, Madame Motin, et si vous pouviez m'écouter pour pouvoir apporter cette clarification, vous nous lisez mal, Madame la rapporteure, parce que vous prétendez que nous finançons notre système de retraite en taxant le capital. Je tiens à votre disposition, il a déjà beaucoup circulé le contre-projet de la France insoumise. Il n'est pas question de taxer le capital, parce que vous avez raison, taxer le capital, ça voudrait dire assumer une logique d'étatisation de la sécurité sociale que précisément nous combattons. Pour nous, le rapport de force entre le capital et le travail se fait en amont, par les salaires et les cotisations. C'est bien là, effectivement, que se passe l'équation de la répartition de la richesse produite sur le travail qui seul produit de la richesse et qui donc doit se voir mieux rémunéré par les salaires. J'espère une fois pour toutes que désormais dans votre esprit cela sera clair. Monsieur le Président, je souhaiterais intervenir effectivement suite à la réponse que viennent d'apporter Madame la rapporteure et le ministre à l'intervention de ma collègue Fiat, pour pouvoir clarifier effectivement la manière dont nous allons procéder dans ces débats. Qu'il soit entendu que lorsque nous procédons à des amendements, j'en conviens, qui sont des amendements de forme, remplaçant un terme par un autre, il ne s'agit pas pour nous de venir à ce micro vous donner une leçon de vocabulaire ou entreprendre un débat dans l'hémicycle autour du remplacement du mot par un autre. C'est, et nous l'assumons, un prétexte, mais aussi un droit, le droit d'amendement, pour pouvoir intervenir sur le fond et engager un débat qui, à notre avis, supportez-le, mérite d'être engagé.
et un vrai débat de fond. Vous pourriez y contribuer. Enfin, bon, vous avez déjà passé le 49.3 sur la loi précédente. Là, notre discussion, tout au plus, ira jusque dimanche soir, si on en croit ce qui est prévu. Bon, s'il vous plaît, participez à un débat de fond, puisque sinon, ça finira effectivement par bien se voir aux yeux de tous que c'est vous qui ne le souhaitez pas. Donc oui, quand nous venons au micro pour défendre des amendements de forme, c'est pour pouvoir créer une occasion de plus de débattre avec vous sur le fond, et c'est nécessaire. Et s'il s'agissait de faire le bilan d'ailleurs de cette méthode dans les 15 jours qui ont précédé, eh bien effectivement, certains amendements qui remplaçaient un mot par un synonyme ont permis des débats qui auront éclairé la représentation nationale et sans doute le pays tout entier sur le fait que les agriculteurs ne verraient pas la couleur de la pension minimale qui leur était promise, que la valeur du point était associée à un indice qui n'existait pas, que la carrière complète faisait référence à un volume horaire travaillé annonçant l'intensification du temps de travail. Donc s'il vous plaît, au moins, est-ce qu'on peut vous demander cette petite faveur? Répondez-nous. Je vais, à la suite de mes collègues, poursuivre ma tentative de rassurer la rapporteure, Madame Motin, que j'ai entamée tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de parler du déficit et de le relativiser, de faire état de quelques ressources financières que nous aurions à mobiliser sans trop de difficultés. Je vais maintenant surtout dire que quand vous invoquez vos enfants dans le débat, il faut peut-être aller jusqu'au bout et leur expliquer ce qui va se passer avec le projet de réforme des retraites. Alors je ne sais pas en quelle année les vôtres sont nés, mais en l'occurrence, sans aucun doute, la promesse de l'équilibre financier sans consacrer plus de richesses aux retraites, sans améliorer la répartition de la valeur produite par le travail, c'est l'assurance précisément que nos enfants aient à payer l'équilibre par l'âge effectif auquel ils pourront partir à la retraite, par la modulation et le report mécanique génération après génération de votre âge d'équilibre. Clairement, il faut dire à vos enfants, en quelque sorte, traduire votre intention et dire eh bien, comme nous n'entendons pas consacrer plus de richesses aux retraites, comme nous ne voulons pas mieux partager la richesse produite par le travail, mais que nous voulons, pour vous protéger l'équilibre financier, eh bien, chers enfants, la condition, ça va être de vous amener à travailler jusqu'à 66, 67, 68, peut-être même 70 ans en réalité. Et c'est d'ailleurs ce que prévoit le rapport de Levoy, sur lequel est basé votre projet de loi, qui institue pour chaque génération et en fonction d'une année de naissance un âge d'équilibre pour faire l'équilibre financier sans consacrer davantage de richesses aux retraites. Et moi, je sais que pour ma génération, 1990, cet âge d'équilibre est de 66 ans et demi. Alors je vous laisse imaginer ce que ça donne pour nos enfants qui, pour certains d'entre eux, sont nés il n'y a pas très longtemps. Eh bien, effectivement, ça veut dire travailler potentiellement jusqu'à très très tard. Et il faut le dire parce qu'on a beaucoup parlé de l'âge pivot à 64 ans, mais c'est la première marche de l'escalier qui nous amènera à travailler toujours plus longtemps pour payer l'équilibre financier. Franchement, c'est moins douloureux de mieux répartir la richesse produite, croyez-moi. Bon, d'abord, je voudrais saluer ce qui vient d'être dit par la rapporteure qui, en quelque sorte, à demi-mot, met en cause la règle absurde des 3% de déficit à l'échelle européenne, puisqu'elle la met à distance pour s'assurer qu'on ne fasse pas de comparaison avec les 3% de cette règle d'or, mais même si j'ai compris que c'était tout à fait timide, on avance en tout cas sur le caractère absurde et arbitraire. Alors j'ai bien noté, ça n'est pas exactement la même chose ici, mais c'est tout aussi absurde et tout aussi arbitraire en réalité. Parce que votre règle d'or, et d'ailleurs il ne faudrait pas qu'on confonde règle d'or et équilibre financier, parce que je l'ai dit tout à l'heure, l'équilibre financier, le contre-projet que nous défendons, il est à l'équilibre financier. Mais votre règle d'or, elle impose l'équilibre financier dans un cadre qui est bien spécifique et qui exonère de devoir mieux répartir la richesse produite. Par conséquent, vous pourrez faire toutes les génuflexions et toutes les danses du ventre que vous voudrez. Votre seule variable pour l'équilibre financier, ce sera le niveau des pensions. Puisque dès lors que votre projet de loi fait tomber la part des richesses consacrées aux retraites sous la barre des 13%, que vous voulez l'équilibre financier, vous devez avoir pour variable le niveau des pensions. Tout à l'heure, le ministre Véran, qui n'est plus là, mais on comprend qu'il soit dans la période très occupée, a dit « il n'y aura pas de baisse du niveau des pensions ». Mais arrêtez, l'âge d'équilibre qui se décale, c'est la baisse du niveau des pensions.
C'est une manière différente de le dire, on vous l'a déjà expliqué. Mais si vous dites effectivement, vous allez partir au même âge, mais votre pension baissera, c'est difficilement supportable de le dire de votre point de vue, alors vous ne dites pas cela, vous dites les pensions ne baisseront pas, mais pour atteindre le même niveau de pension, il faudra travailler plus longtemps. C'est en réalité la même chose. Et c'est bien la preuve que votre seule variable d'ajustement va être le niveau des pensions. Voilà en réalité la règle d'or à laquelle vous voulez nous contraindre. Alors oui, ce projet de loi, il va sans doute exonérer de devoir faire plusieurs réformes paramétriques à l'avenir. Parce que, je l'ai dit, il n'y en aura plus besoin. Avec le report de l'âge d'équilibre, eh bien, vous allez vous assurer en quelque sorte que, je l'ai déjà dit aussi, mais il faut peut-être le répéter, là où la droite se serait retrouvée pour essayer de modifier l'âge légal de départ, eh bien, vous jouerez sur l'âge d'équilibre sans avoir besoin d'en repasser, c'est vrai, par une nouvelle réforme des retraites. C'est donc plus qu'une réforme des retraites, c'est sans doute 10, 15, peut-être 20 réformes des retraites contenues dans ce package qui est, de notre point de vue, inacceptable.